Bon, j'espère que cette fois-ci le son est meilleur. Je vais attendre peut-être s'il y a quelqu'un qui me mettra un message pour me dire que ça s'est amélioré. J'espère que ça s'est amélioré. Enfin, on verra. Il faut savoir qu'il y a plusieurs dizaines de secondes de décalage entre ce que je fais et... le son est OK. Bon, donc bonjour à tous, hein. Désolé pour le contretemps, pour ce qui s'est passé tout à l'heure. J'avais pourtant fait des tests, je vous jure. En tout cas, aujourd'hui, nous sommes le 3 mai 2020, c'est la journée internationale de la liberté de la presse. Donc, il m'était difficile de ne pas marquer le coup pour parler de Julian Assange. C'est une situation qui ne s'améliore pas forcément, ni du point de vue médiatique, ni du point de vue de sa situation personnelle. Le combat pour Julian Assange a commencé il y a environ un an et demi maintenant. Enfin, la levée dans la montée de la en puissance de la solidarité avec Julian Assange. Beaucoup de choses se sont passées, beaucoup de gens nous ont rejoints, beaucoup de gens se sont prononcés, mais ce n'est pas encore gagné. Dans une publication récente, une traduction que j'avais faite, j'avais conclu, comme je fais souvent ou généralement en bas des articles, que Julian Assange actuellement n'était pas devant la justice, mais entre les mains des criminels qu'il avait dénoncés. Alors ce n'est pas des propos en l'air, puisque nous avons eu la confirmation, la révélation par un journal néo-zélandais, en l'occurrence, qui avait découvert ou redécouvert que les acteurs dans cette affaire, Julian Assange, les acteurs du côté du pouvoir, étaient pour la plupart nommés, désignés, directement ou indirectement, dans les documents de Wikileaks. Je parle du ministre qui a signé, qui a approuvé la demande d'extradition des États-Unis, et je parle de la juge qui est en train d'actuellement superviser le procès. Julian Assange est tombé dans le piège qui lui avait été préparé de longue date. Le piège, c'était une affaire soi-disant de mœurs, une affaire sexuelle en Suède, qui, comme nous le savions dès 2011-2012, mais qui a été confirmée depuis par les révélations de la journaliste de la Repubblica, Stefania Maurizi, qui a réussi à obtenir les courriers échangés entre le ministère de la Justice britannique et les procureurs suédois. Dans ce courrier, le peu qu'elle a réussi à avoir, 700 pages, je crois sur plusieurs milliers, dizaines de milliers même, fortement rédacté, comme on dit, c'est-à-dire des parties avaient été expurgées, censurées, mais néanmoins, on voyait clairement une connivence entre la justice britannique et des pressions fortes de la justice britannique sur la justice suédoise pour maintenir ouvert pendant des années ce qui avait été sur le plan technique qu'une enquête préliminaire. Pour ceux qui prennent l'affaire en route, il n'y a jamais eu de plainte pour viol contre Julian Assange. En tout cas, pas par les femmes suédoises. Ce qu'il y a eu, c'est une interprétation des dépositions et une affaire lancée sur interprétation indépendamment de ce que les femmes disaient ou avaient écrit, qui a décidé de lancer une affaire, une enquête préliminaire qui a duré des années contre un des plus grands journalistes du 21e siècle. On le savait depuis longtemps, les preuves sont arrivées bien plus tard,
nous voilà dans une situation où Julian Assange, après avoir passé environ 8 années d'isolement, et j'utilise le terme à haïtien pour qu'on prenne un petit peu la mesure, dans une ambassade, et qui, notamment pendant la dernière année à l'ambassade, a passé un séjour dans des conditions épouvantables lorsqu'il y a eu un changement de pouvoir et lorsque le personnel de l'ambassade a été changé, qui est devenu agressif. Et on a appris ensuite plus tard que cette dernière année-là, il avait été étroitement espionné dans ses moindres faits et gestes par la compagnie espagnole qui était chargée d'assurer la sécurité de l'ambassade. Autant de, autant d'éléments qu'on aurait pu apporter au dossier de la défense, par exemple la violation du privilège client-avocat, puisque tous les documents des avocats avaient été photographiés, leurs entretiens enregistrés, ce qui de facto devrait rendre ce procès, entre guillemets procès, nul de par sa forme. Mais comme nous sommes devant un cas très particulier, éminemment politique, ça ne se produira évidemment pas. The show must go on et le show continuera, pour l'instant. Alors nous sommes le 3 mai 2020, journée mondiale de la liberté de la presse. Ceux qui me connaissent savent que c'est une expression que je trouve assez exaspérante, parce que je trouve que c'est faire un peu le jeu des organismes qui, en toute liberté, qui ne s'en plaignent pas, euh, refusent de nous informer ou se livrent à la désinformation. Dans le cas de l'affaire Julian Assange, depuis le début, lorsque l'on commence à creuser, on se rend compte que la plupart des idées préconçues que les gens ont, la plupart des choses qu'ils croient savoir, la plupart des choses qu'ils ont lues quelque part, sont en fait faux. Il y a donc une véritable, sinon une opération organisée, en tout cas un manque flagrant de professionnalisme et d'intérêt des grands médias par rapport à cette affaire, et probablement une bonne dose de trouille de la part de certains. Alors le paradoxe, il est que Julian Assange, depuis quasiment le début en fait, mais encore plus aujourd'hui, n'a jamais vraiment été seul comme on pourrait l'imaginer. Il est entouré, défendu, soutenu par des organisations diverses et variées qui vont des organisations de défense des droits de l'homme, par des assemblées générales, même des présidents de certains pays comme le Mexique, où d'anciens présidents comme Lula ont pris la parole, d'éminents intellectuels, des prix Nobel de la paix, un groupe de plus de 1300 journalistes qui ont pris fait et cause pour Julian Assange et qui se sont révoltés des conditions qui lui sont faites et de la nature même de cette affaire, qui est quand même assez effrayant. Des grands noms de la culture se sont prononcés pour Julian Assange. Mais il y a une barrière quasiment infranchissable, qui est la barrière de la grande presse, qui est la barrière justement de la liberté de cette presse, et qu'il exerce, quand bon lui semble, de ne pas nous informer. Alors nous sommes devant une sorte de paradoxe là, où en même temps on veut lutter contre la liberté de la presse, mais la presse justement en toute liberté décide de ne pas nous informer. C'est probablement dû à un malentendu, à mon avis soigneusement entretenu, ou par facilité d'intellectuel, à essayer de mettre dans le même sac et de confondre la presse comme si c'était quelque chose, une entité unique, aux intérêts convergents de toutes les parties désignées comme telles. La presse. La presse, c'est une industrie. Ça va de New York Times jusqu'au petit blog comme celui que j'anime par exemple. La presse. C'est comme si on disait, c'est un exemple que je prends souvent, la distribution, la grande distribution. Mettre dans le même sac un hypermarché Carrefour et le petit épicier bio du coin.
Alors ça facilite en fait quelques-uns, ça, cette notion de liberté de la presse. Finalement, ça facilite ceux qui le brandissent le plus souvent, dès qu'on les attaque, dès qu'on les critique, dès qu'on dit qu'ils ne font pas leur travail, dès qu'on pense ou qu'on nous suggère une régulation du métier, dès qu'on exige des comptes rendus auprès de la population. Ah, ils brandissent quoi? La liberté de la presse. Monsieur, vous vous en prenez à la liberté de la presse. C'est pour ça que ce terme, quand il peut être utilisé à double tranchant, et par définition un terme qui peut être utilisé à double tranchant, ça me gêne de m'en servir, ou on a un problème de définition. Si l'ennemi peut s'en servir aussi bien que nous, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors je propose, et c'est là qu'on va revenir sur Wikileaks, un terme qui est beaucoup plus précis, qui supplante celui de la liberté de la presse, qui l'améliore, si je puis dire, et qui l'inclut, qui l'englobe, c'est celui du droit à l'information. Moi, en tant que citoyen, vous, en tant que citoyen de l'information, votre intérêt quant à la liberté de la presse, en réalité, est quasi nul. Si on y réfléchit bien, que la presse soit libre ou pas, à mon avis, et en ce qui me concerne, peu me chaud, je n'ai strictement aucun intérêt à la liberté de la presse, à ses actionnaires, à ses pertes et profits, à sa diffusion. Moi, ce qui m'intéresse, c'est notre droit en tant qu'individu à obtenir de l'information. Quel que soit le moyen, à la limite, peu m'importe si demain la presse devait disparaître et être remplacée par quelque chose qui garantirait que nous soyons informés, bah, tant mieux, et tant pis pour eux. Après tout, ce n'est qu'un business comme un autre. Mais à défaut de trouver mieux, pour l'instant, et puisqu'on en est en train d'en parler, de la presse, ce n'est pas la liberté de la presse qui doit être garantie. Ce n'est pas la liberté de la presse qui doit être défendue. C'est notre droit à l'information. Qui dit droit à l'information induit qu'en face, il y a un devoir d'informer. Et le devoir d'informer, c'est beaucoup plus fort que la liberté de la presse. Parce que quand vous dites que vous n'êtes pas informé sur quelque chose, vous êtes en train d'exiger justement la vraie liberté de la presse, une amélioration de la liberté de la presse et des journalistes, des garanties, des moyens. À quoi ça sert de garantir un droit s'il n'y a pas de moyens pour le garantir? Et donc, la liberté à l'information, ça c'est sacro-saint. La liberté de la presse, ouais, peut-être. Pourquoi? Pourquoi cette industrie-là bénéficierait d'une liberté alors que toutes les autres industries sont encadrées, soumises à des lois précises, à des normes, à des réglementations, à tout ce que vous voulez. Et on n'en s'en porte pas plus mal que ça, au contraire. Donc voilà, je pense qu'il y a un côté laissez-moi tranquille, laissez-moi faire ce que j'ai envie de faire, dixit la liberté de la grande presse, qui joue contre nous en fait, comme bon lui semble. Alors que si nous insistions, si nous brandissions, si nous exigions le droit à l'information, cette presse-là se trouverait forcément pris à contre-pied, pour notre bien et pour notre intérêt. Eh bien, c'est un peu cette idée qui a fait que Wikileaks est né. Wikileaks est né en 2005-2006. Jamais oublié ça, le contexte. Parce que c'est pas né de l'esprit d'un geek comme ça qui s'est réveillé un matin en disant ouais, j'ai une bonne idée. Non, c'est né d'un constat. Le constat de Julian Assange, pas que lui, d'un phénomène, d'un événement qui s'était produit au début de la première décennie de ce siècle. Je commence personnellement par marquer le coup en citant les attentats du 11 septembre contre les fameuses tours de New York. C'est quand même un sacré point de départ parce que beaucoup de choses ont basculé à ce moment-là. Deux choses ont basculé pour le sujet qui nous intéresse ici. La première, c'est l'instauration d'une sempiternelle et une éternelle guerre contre le terrorisme qui devait devenir la justification de tous les grignotages de toutes les libertés, d'un renforcement de l'état de surveillance, des états de surveillance, et d'une explosion en volume des organismes de surveillance d'une manière générale. Alors les organismes de surveillance étatiques, CIA, FBI, tout ça, mais aussi du recours en masse de sous-traitants.
c'est-à-dire cette fois-ci d'entités totalement privées qui servaient peu ou prou de relais à ces organismes officiels. Il s'était donc, et il se constitue encore, il s'était donc constitué et se constitue encore, toute une couche qu'on pourrait qualifier de bureaucratique, mais en tout cas technocratique, des gens hors de contrôle, euh, menant une guerre contre un phénomène, le terrorisme, et qui s'arrogeaient le droit de plus en plus poussé d'empiétiner sur les libertés individuelles et d'une manière générale à étendre leur pouvoir au combat contre l'opposition politique d'une manière générale. Ah, quand on a le pouvoir, difficile de ne pas s'en servir. Avec comme corollaire de ce développement une invisibilité, aucun compte à rendre. On avait fini par ne même plus savoir qu'ils existaient et on découvrait de temps en temps des organismes, des sociétés, parfois immenses, parfois avec des dizaines et des dizaines de milliers de salariés, qui étaient impliqués dans la sauvegarde de notre sécurité. En gros, la lecture du pouvoir était en train de nous échapper. Nous ne savions plus qui commandait, nous ne savions plus qui tirait les ficelles, nous ne savions plus, et de moins en moins, ce qui était en train de réellement se passer. On le savait déjà pas très bien avant, mais le phénomène s'amplifie. Alors il y a eu des expressions inventées pour ça, on parlait de deep state, l'état profond, c'est-à-dire ceux qui gouvernent réellement par opposition à ceux qu'on voyait à la télévision et qui s'exprimaient dans les journaux ou qui se faisaient élire. Sous-entendu que leur pouvoir n'était que symbolique, que le véritable pouvoir c'était tout ce qui se trouvait derrière et tout ce qui avait la véritable main mise sur l'armée, sur les services secrets, sur l'économie, etc. Mais il y avait des gens comme Julian Assange, qui avaient fait le constat aussi, et nous l'avions fait, nous, ceux qui travaillons dans les médias alternatifs, qu'en 2001, à partir de 2001, lorsqu'il y a eu cette officialisation de la violence au nom du combat contre le terrorisme, officialisation de la torture par exemple, chose qui était inimaginable avant. On a été créé un camp pour ça, qui n'aura servi à rien sinon à enfermer jusqu'à des gamins de 12 ans pendant des dizaines d'années et à torturer des gens plusieurs centaines de fois par des simulations de noyade, tout ça pour rien. Eh bien, le métier de journaliste lui-même a été transformé en masse. Le fameux contre-pouvoir, qui se vantait tant de l'être, d'un seul coup, face aux nouvelles guerres, face à l'invasion de l'Afghanistan, face à l'invasion euh, de l'Irak, eh ben, avait changé de rôle complètement. Avait changé de rôle, par exemple, en relayant les propos absurdes et ridicules de l'administration américaine qui prétendait que l'Irak avait des armes de destruction massive. Il fallait bien trouver une excuse. Ils ont fait semblant d'y croire. Ça a été ridiculisé après, mais ça a été vite oublié aussi. Mais avant, il ne faut pas oublier non plus que la presse avait préparé cette guerre. Je me souviens comme ils annonçaient, rappelez-vous, ceux qui ont un certain âge, ils annonçaient que l'Irak avait la quatrième armée du monde. Quatrième, c'est une bonne position, non? Enfin, on ne pouvait pas monter la barre plus haute parce qu'au-dessus, il y avait les États-Unis eux-mêmes, la Russie, la Chine, l'Angleterre, la France. Je veux dire, ils ont mis la barre aussi haute qu'ils pouvaient, quoi, pour donner l'impression qu'on allait s'attaquer à un adversaire de taille, parce que quand même, il ne faut pas paraître comme des lâches. Bah, la réalité, c'est qu'après 10 années de blocus économique terrible qui a coûté la vie à 500 000 enfants, et pour lesquels Madeleine Albright a eu cette fameuse phrase, ça valait le coup. Un pays qui avait été mis à genoux par une guerre encouragée par l'Occident contre l'Iran, qui elle-même a duré quasiment 10 ans. Un pays donc littéralement à genoux devait être présenté comme un adversaire de taille et la quatrième armée du monde. Bref, on a vu que la quatrième armée du monde n'était qu'une armée en carton. Le massacre a eu lieu, de massacres de soldats qui fuyaient d'ailleurs,
sur la fameuse autoroute de l'enfer. Rappelez-vous de ces images de tous ces camions. Bref, c'était open bar en fait pour l'impérialisme américain, pour le citer, puisque c'était lui en l'occurrence qui était en train d'agir. Et donc la presse avait joyeusement, si je puis dire, préparé le terrain euh, en toute liberté, la fameuse liberté de la presse, en toute liberté a menti, en toute liberté a diffusé les mensonges, en toute liberté ne s'est pas posé des questions, en toute liberté a refusé d'enquêter réellement, alors que des millions de gens manifestaient partout dans toutes les capitales pour protester contre cette guerre. C'est marrant comment le bon sens populaire finalement comprenait mieux ce qui se passait qu'apparemment les grands journalistes et analystes de ce monde. Mais ça ne s'est pas arrêté là parce qu'une fois la guerre commencée, eh ben, ils ont inventé, on les a vus faire du journalisme embarqué, embedded journalism. Ah, je me souviens comme ils étaient fiers, ils étaient contents, les mecs. Oublier toute prétention à faire du reportage comme on faisait à l'époque, caméra sur l'épaule. Non, 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 on allait se mélanger avec les soldats, se claquer mutuellement sur le dos, on allait porter un treillis, mettre un gilet pare-balles et poser sa caméra non pas à l'extérieur du champ de bataille comme observateur, mais littéralement devant le viseur des chars, des avions de combat, en, en prétendant retransmettre en direct un massacre en règle euh, entre une puissance mondiale et un pays euh, en faillite, quoi. Donc le embedded journalism était né, massive, sans complexe, sans prétention, sans... C'était normal. Et ils nous refont le coup de plus en plus souvent et avec de plus en plus de sincérité. C'est terrible. Ils ont, je crois qu'ils sont même pas conscients de ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont convaincus d'être dans leur, sinon dans leur bon droit, en tout cas dans le respect d'une certaine éthique de l'information. Ce qui, d'ailleurs, je reviens, pose le problème. Eux, peut-être qu'ils sont sincères. En quoi puis-je les critiquer? Ils sont honnêtes à leur façon. Ouais, je sais qu'on peut discuter de ça, mais bon. Mais en tout cas, ils sont libres de le faire. Donc la liberté de la presse ce jour-là ne leur a posé aucun problème. Par contre, notre droit à l'information a pris un sacré, sacré coup dans la gueule. Bref, les pouvoirs de plus en plus obscurs, le contre-pouvoir soi-disant de moins en moins ou totalement absent, Julian Assange arrive à une sorte de conclusion, c'est qu'au fur et à mesure que cette société de surveillance, que cette caste de sécurité, de surveillance devenait de plus en plus grande, la probabilité pour qu'ils embauchent ou intègrent dans leur nombre des gens révoltés par ce qui se passait réellement, puisqu'ils étaient les seuls à le savoir, plus cette probabilité devenait grande. Donc, des lanceurs d'alerte potentiels. Le système allait créer en lui-même, par sa propre inflation, les germes de son opposition et de sa dénonciation. À une condition. Cette condition était que ces lanceurs d'alerte potentiels puissent trouver un moyen de communication, un moyen de diffusion qui, euh, qui leur garantissait la sécurité. Nous étions quand même dans une situation dangereuse pour les lanceurs d'alerte, qui ne pouvaient plus compter sur la presse, puisque la presse était embarquée. Et je tiens à signaler d'ailleurs qu'on a eu des cas, par exemple, où The Guardian, on va en reparler, avait eu les honneurs en Angleterre d'une autre affaire où un lanceur d'alerte leur avait confié un dossier et lorsque la police a débarqué, eh bien le Guardian a donné le nom du lanceur d'alerte qui est actuellement en prison. Donc faire confiance à ces grands médias, c'est déjà une erreur à ne pas commettre, surtout dans des affaires de sécurité nationale
où le pouvoir ne rigole pas, quoi. Donc leur offrir un moyen de communication. Et ce moyen de communication s'appelait Wikileaks. Wikileaks était un moyen offert gratuitement à la fois aux lanceurs d'alerte en leur garantissant un tunnel de connexion, un moyen de connexion qui leur garantissait l'anonymat, donc leur permettait de franchir le pas, et de l'autre côté, un portail destiné à la publication de ces révélations, de ces informations auprès du public et auprès des journalistes en question. Alors le phénomène était aussi multiplié, démultiplié par le fait que nous étions à l'ère d'Internet et que enfin la possibilité de diffuser des grandes masses d'informations et non pas des comptes rendus filtrés, sélectionnés, ce qui ne pouvait pas être fait autrement, était enfin arrivée cette possibilité de le faire. Et donc Wikileaks allait se proposer à être aussi une sorte de banque ou bibliothèque de l'information du pouvoir, du fonctionnement interne du pouvoir. Donc à partir de là, l'aventure Wikileaks commence, qui n'était pas d'ailleurs la seule aventure de l'époque, mais une aventure aboutie, on va dire, avec un vrai réseau de journalistes, avec un vrai réseau de gens qui, à part garantir l'anonymat des lanceurs d'alerte, devaient leur garantir aussi la publication et garantir au public l'authenticité des documents. Donc Wikileaks n'a jamais été une organisation de corbeaux. Wikileaks n'a jamais été bâti pour dénoncer, je ne sais pas moi, les amourettes de la boulangère avec le mari du pharmacien. Wikileaks n'est pas une organisation de paparazzi. Wikileaks est un portail de publication que, comme disait George Orwell, le vrai journalisme consiste à publier ce que quelqu'un veut ne pas voir publié, que tout le reste c'est juste des relations publiques. Alors se pose la question, il y a une des grandes questions qui se pose autour de Wikileaks, c'est est-ce qu'ils ont le droit de faire ce qu'ils font? Vous me direz que encore eût-il fallu savoir exactement ce qu'ils font, parce que jusqu'à présent, les grands médias n'ont pas très bien expliqué ce que faisait Wikileaks. Alors ils ont donné cette image de pirate, Wikileaks ne pirate pas, de hacker, non, Wikileaks ne hack pas, des gens comme ça qui trouvent des documents croustillants et qui les publient comme ça sans autre forme de procès. Bah pas du tout en fait. Wikileaks est une organisation de presse par des journalistes qui sont là dédiés à la publication de documents de lanceurs d'alerte. Il n'est pas dit qu'ils publient tout ce qu'ils retrouvent d'ailleurs, ou tout ce qu'on leur donne. En tout cas, jusqu'à présent, tout ce qu'ils ont publié cette affaire est vrai, plus de 10 millions de documents. Et je lancerai un défi à ceux qui accusent Wikileaks de publier n'importe quoi, de me citer un seul document qu'ils n'auraient pas dû publier. Et on peut en discuter. Reste à le prouver. Ensuite, les mises en danger, etc. Il faut revenir là-dessus, parce que toute l'histoire de Wikileaks, tout ce qu'ils ont fait, leur raison d'être a été déformée, a été tordue, pour salir l'image à la fois de l'organisation et de son chef, si je puis dire, du messager qui était Julian Assange, qui a eu la naïveté, je crois, de croire à la grande presse en 2010 lorsqu'il a proposé de former un sorte de consortium, conglomérat, groupe, avec la grande presse de l'époque, qui en toute liberté s'est approché de Wikileaks, qui finalement a vu que Wikileaks ne jouait pas exactement le même jeu qu'eux, qui en ont bien profité le temps que ça a duré, et qui en toute liberté, cette grande presse, lorsqu'elle a estimé ne pas pouvoir contrôler Wikileaks, a décidé de abandonner Wikileaks et d'enfoncer Julian Assange. La vengeance a été terrible, j'allais dire relativement, non, a été terrible. La presse s'est littéralement vengée de celui qui les avait ridiculisés, sortant d'on ne sait où,
qui, en l'espace de quelques mois, a montré que l'état profond existait, l'étendue des dégâts, l'étendue de la criminalité des pouvoirs en place, surtout l'état de l'impunité, parce que la criminalité en soi, si elle est punie, mais elle n'était même pas punie, et à tel point que, tel celui qui dit que l'empereur est nu, ben, toute la hargne de la presse s'est retournée contre le personnage et la personnalité de Julian Assange, tout l'establishment, comme on dit en anglais, tout l'appareil de pouvoir s'est retourné contre lui, sentant le danger. Le danger étant que le Vox Populi avait désormais un moyen d'expression. Pas pour pas oublier qu'on a appris des tas de choses grâce à Wikileaks. À part les documents sur la guerre en Afghanistan, en Vietnam, en Irak, où on a appris donc qu'ils nous mentaient, mais à part cette partie-là, il y en a eu d'autres. Il y en a eu d'autres, beaucoup d'autres documents qui ont été publiés. Et même plus récemment, et je crois que c'est les documents les plus récents qui ont scellé le destin de Julian Assange. Et donc ils l'ont coincé avec une affaire en Suède. On ne se lassera pas de le répéter parce que, y compris des journalistes proches de nous qui suivent l'affaire, ils ne sont pas non beaucoup. Encore il y a quelques jours, on a eu besoin de remettre certaines choses au point parce que il n'y a jamais eu de plainte pour viol contre Julian Assange. En tout cas, pas par des femmes suédoises. Peut-être par une procureure qui a décidé, en prenant sur elle, de lancer une enquête préliminaire contre ce journaliste qui ne suivait pas les normes du métier. Au final, allez, on va faire court, au final, 10 ans plus tard, les Suédois ont réussi à rabattre le gibier Assange dans les filets de la Grande-Bretagne qui sont en train de le préparer pour le livrer. Non pas pour l'extrader, mais pour le livrer, comme on livre un indicateur, je sais pas, le mafioso style. Livrer Julian Assange pieds et poings liés à la vindicte du pouvoir américain. Tout dans cette affaire aurait dû faire exploser de rage toute personne un tantinet attachée à la justice. Lorsque Julian Assange a été littéralement kidnappé par une trahison en brasse campagne du nouveau président équatorien, il a été présenté le jour même à un tribunal anglais et il a été condamné le jour même à 50 semaines de prison. Pourquoi? Pour avoir violé les conditions d'une liberté conditionnelle qui lui avait été imposée 8-9 ans auparavant. Normalement, en Angleterre, ça se traduit par une petite tape sur les mains et on n'en parle plus. Là, ils lui ont collé le maximum. Et le juge en a profité pour le traiter de narcissique. Il a eu 15 minutes pour préparer sa défense, 15 minutes de procès, condamné à 1 an de prison. Pourquoi 1 an de prison? Parce qu'il fallait laisser... Maintenant, on va dire les choses clairement, parce qu'il fallait laisser le temps aux Américains qui avaient déjà tout préparé, mais qu'il fallait quand même les affiner un peu leur dossier, pour laisser le temps aux Suédois de faire semblant de se gratter le menton par rapport à leur soi-disant accusation de viol, pour décider que finalement, maintenant qu'il était derrière les barreaux, ben non, finalement, on laisse tomber, sous des prétextes techniques. Bref, on a vu les Suédois se retirer de la scène, un peu comme les vedettes américaines, si je puis dire, dans un concert. Ils ont chauffé la salle pendant des années. Ah, voilà maintenant les vraies vedettes de cette affaire. L'administration américaine qui arrive et aussi sec, colle un journaliste étranger, opérant à l'étranger, faisant son métier de journaliste et rien que de journaliste, lui colle sur le dos 17, 18 chefs d'accusation, tous plus ou moins farfelus les unes que les autres,
Je dis plus ou moins farfelu parce que les journalistes qui travaillent dans le journalisme d'investigation, tous le disent. Quand on lit les chefs d'accusation, on dirait le compte-rendu d'une de nos journées de travail. Donc, qu'est-ce qu'il a fait de spécial? On ne sait pas. Y compris la publication de ces documents, qui pour la plupart d'ailleurs, et ça aussi il faudrait le, n'étaient pas classifiés. Les Américains n'allaient pas, même pas jusqu'à classifier. On dit classifier comme si ça avait été comme si c'était un critère particulièrement euh, repréhensible. Parce qu'ils publient des documents, ils publient des documents classifiés. Et là, tout le monde fait oh là là. Mais la question qui se pose, c'est qu'est-ce que ça veut dire classifier? Qui décide de classifier? Si tous les criminels de la Terre pouvaient effacer toute trace de leurs méfaits par une classification, qu'est-ce qu'ils seraient heureux, les gars? Alors, il se trouve que dans certains cas, notamment dans les crimes institutionnalisés ou officiels, si je puis dire, eh ben c'est simple de les faire disparaître. C'est juste, tu classifies, voilà, qu'est-ce que tu veux? On ne va pas le rendre public quand même. On fait une grosse bêtise et tuer des gens. Alors, je vais classifier les documents comme ça, personne n'est au courant. Mon Dieu, que c'est commode. Alors on bavarde, les gens comme ça balancent, les journalistes, ils ont publié des documents classifiés. Non, ils ont publié des documents qui révélaient des crimes et qui se trouvaient être classifiés. Bah tiens, croyez pas, croyez qu'ils allaient les publier, les balancer au public? Bien sûr qu'ils les ont classifiés. Et sous, alors, sous prétexte que le criminel cache son crime, bah, le crime consiste à le révéler les crimes parce qu'il les avait cachés et pas le crime lui-même. Enfin, je sais pas. Vraiment tordu comme quoi le poids des termes, comme ça, le poids des mots peut intervenir avec agir dans l'esprit, dans le cognitif avec une facilité extrême. Il suffit de balancer comme ça des mots-clés. C'est des documents classifiés. Ouais, tu pars. Classifiés. Donc non, Wikileaks, il faudrait qu'on me prouve, et d'ailleurs le débat n'a jamais eu lieu, donc pourquoi en parler comme ça? On pourrait en parler, mais n'a jamais publié ce qui ne devait pas être publié. En tout cas, moi en tant que citoyen, et j'espère que la plupart des citoyens sont d'accord là-dessus, ceux qui savent ce qui a été publié le diront, nous avons le droit de savoir. Ou à contrario, on peut poser la question, de quel droit vous prétendez nous interdire de savoir? Allez-y, c'est quoi l'explication? C'est quoi la justification? Ah, il mettrait en danger la sécurité nationale. Ah, la sécurité nationale serait mise en danger à cause de criminels, d'activités criminelles. Expliquez-moi exactement. Si l'entreprise elle-même n'est pas criminelle, comment les activités criminelles au sein de l'organisation peut-elle être mise en danger? Comment peut-elle être mise en danger? Non, mais il y a des tas de paradoxes comme ça, on jongle avec les notions, les gars, les journalistes vous les balancent comme ça, euh, hop hop, tu le vois, maintenant tu le vois plus, alors c'est classifié, c'est danger, alors ils auraient mis aussi des sources en danger. Putain, ça c'est ce genre de truc qui m'a toujours exaspéré. Ils sont incapables de citer un seul nom, et d'ailleurs la seule fois où ils ont été amenés, quelqu'un a été amené à se proposer, à se prononcer littéralement sur cette affaire de gens mis en danger, a été obligé d'admettre que non. Je crois que c'est un porte-parole de l'armée américaine lors d'un procès aux États-Unis. Est-ce que c'est le porte-parole, un officier? Je ne me souviens plus. Non, jusqu'à preuve du contraire, que l'on me cite un nom. Ah, on les attend, et même qu'il n'y en aurait rien de cité. Bon, bah, la dénonciation de crime, ça me paraît incontournable. Par contre, ceux qui sont responsables de millions de morts, directement ou indirectement, à eux, on ne leur demande pas des comptes. Wikileaks aurait mis des vies en danger, alors qu'ils ont dénoncé des centaines de milliers de crimes, directs ou indirects, et c'est leur... Enfin bref, nous sommes le journée mondiale de la liberté de la presse, et la presse en toute liberté déconne à plein tube sur cette affaire. Alors que depuis Julian Assange, depuis sa condamnation dont je parlais il y a un an, condamné à 50 semaines dans une prison de haute sécurité, on y est allé, moi j'y suis allé 3 fois à cette prison avec les copains des Gilets jaunes, que je salue au passage, qui ont eu la ténacité et la témérité d'organiser ces voyages.
notamment Corinne et Yannick. Salut à vous et Sophie. Euh, on a pu observer comment le système, comment l'appareil, avec une tranquillité jusqu'à présent quasi absolue, a mis en route un système, un appareil pour broyer Julian Assange. Il aurait pu être libérable. Normalement, Julian Assange est libérable depuis le mois de septembre 2019, ayant accompli la moitié de sa peine de 50 semaines pour bonne conduite. Mais comme à chaque fois, comme à chaque étape, la juge a estimé qu'il risquait de s'enfuir. Il s'était jamais enfui d'ailleurs nulle part, hein. Quand il était à l'ambassade, on savait où il était. Donc Julian Assange est actuellement dans une prison de haute sécurité pour rien, de façon préventive, on va dire. Ce qui est détonnant d'ailleurs, et regardez comment les choses tournent, c'est maintenant que le Covid-19 a fait son apparition. En Angleterre, ils sont en train de parler, ils ont parlé de libérer, vider les prisons qui peuvent être un véritable foyer d'infection. Évidemment, la première question qui a été posée, c'est Julian Assange, qui est malade, hein, qui est malade psychologiquement. Je dis qu'il est malade, mais on l'a rendu malade. C'est quand même incroyable que l'on ne parle pas des indications de torture, des signes de torture psychologique qu'il a subis. C'est pas moi qui le dis, mais Niels Melzer est accompagné de 2 spécialistes en la matière de torture psychologique qui ont indiqué il y a 1 an déjà que Julian avait tous les signes d'un victime de torture psychologique. Il a des problèmes de santé. On sait qu'il a un problème des poumons chroniques. C'est quelqu'un qui n'a pas vu le soleil et l'air frais depuis 10 ans. S'il est encore en vie, en fait, c'est parce que c'est un sacré gaillard costaud quand tous ces ennuis ont commencé, et que sa présence à l'intérieur d'une prison, en ce temps-ci notamment, est presque une condamnation à mort. S'il attrape le virus, il y a peu de chances qu'il s'en sorte. Donc il avait été demandé, ces avocats, profitons de, si je puis dire, de l'allègement de la population carcérale, que Julian Assange soit libéré. Si ça vous paraît normal, bah figurez-vous que la justice, entre guillemets, britannique a trouvé le moyen de l'en exclure en justifiant la chose suivante. Comme il est un prisonnier en préventive, il ne purge donc pas de peine. Ne purgeant donc pas de peine, il n'est donc pas libérable. Je peux le répéter hein, si vous voulez. Cette mesquinerie, ce faucuisme, ce cynisme que je viens de vous montrer là, s'applique tous les jours, dans toutes les minutes de chacune des audiences au tribunal de Julian Assange. C'en est effarant, c'en est à tel point que même les avocats américains, à un moment donné, les avocats américains, les avocats de l'accusation, hein, c'était à l'avant-dernière, je crois, audience, ils ont fait comme ça, ils ont dit non mais la défense a raison. La défense, en l'occurrence, était en train de protester contre le fait, par exemple, et si je me souviens bien de ce détail-là, je ne sais pas s'ils protestaient sur celui-là ou sur un autre, détail non, un événement, mais il y en a tellement que, comme j'ai dit, il aurait fallu que je prépare comme ça une liste. Julian Assange, la veille d'une audience, les audiences se passant dans la prison de Belmarsh, dans un tribunal spécialement aménagé, s'était vu soumis à un fouille corporel 3 fois
changé de cellule 5 fois et menotté, démenotté 11 fois. Et ses papiers, pour préparer sa défense, au moins faire semblant, lui avaient été encore une fois confisqués. Les avocats de la défense ayant protesté contre les conditions qu'il subissait à l'intérieur de la prison, le fait qu'il ne puisse pas le voir, c'était même avant le Covid-19, le fait qu'on ne lui donnait pas l'accès à son propre dossier, le fait qu'il soit toujours, en fait, de facto, dans un régime carcéral en isolement, protester et demander à la juge d'intervenir pour que ces conditions, en tout cas, à lui et dans cette prison-là, soient ramenées à la normale dans cette prison-là, ce qui est déjà pas terrible, la normale dans une prison de haute sécurité. À quoi la juge a répondu, comme elle répond toujours non, à la défense en indiquant qu'elle n'avait pas pouvoir d'agir sur la prison, ce que d'ailleurs les avocats américains sont intervenus en disant que si, bien sûr que si, elle l'avait. Quand les avocats de l'accusation, dans un tout petit moment comme ça, remettent la juge à sa place, je n'ose même pas imaginer quel degré d'exaspération en tant que professionnel au fond de lui l'avocat américain doit sentir. Je pense que le mec, il doit rentrer chez lui et pas se regarder dans le miroir. Julian Assange est enfermé dans une cage pendant les audiences. Il n'entend rien, quasiment rien. Il arrive à peine à articuler. Dans certaines audiences, il arrivait à peine à se souvenir de son nom et sa date de naissance. En fait, on est en train d'assister en direct à une torture, à la destruction d'un personnage, avec maintenant, aujourd'hui, j'ai la conviction du vague espoir de la part des juges et de toute cette racaille-là, eh ben que le coronavirus va faire le travail à leur place. Ce qui arrangerait peut-être beaucoup de monde. Putain, au bout un an, 4 mois. Donc voilà, les derniers événements, pas les dernières, on pourrait évidemment, juste en passant pour ceux qui ne sont pas au courant, mais on commençait à le savoir, on commençait à entendre des bruits, et là on a vu officiellement Stella Maurice, la compagne de Julian Assange, annoncer au grand public son existence, et les 2 enfants en bas âge que Julian Assange et elle ont eu lorsqu'il était confiné à l'ambassade. Alors peu de gens savent pourquoi d'ailleurs elle s'est révélée ensuite, elle s'est dévoilée. Elle s'est dévoilée tout simplement parce que la fameuse juge Paretser, cette juge mystérieuse sur laquelle il n'y a absolument aucune information sur Internet, ni aucune photo, dont on ne sait rien, qui n'a laissé absolument aucune trace, ni de son passé, ni de ses études, eh ben, cette juge-là a estimé, là aussi pratiquement contre l'opinion de l'accusation, que le nom de cette femme et de ses enfants devait être rendu public dans l'intérêt d'une justice sereine et équitable. Ouais. Voilà, Julian Assange, le procès a été repoussé, probablement à la rentrée. Les témoins qui devaient se présenter ne peuvent pas se déplacer à cause des confinements, à cause des problèmes actuels. Les avocats eux-mêmes ne pouvaient pas se déplacer. Donc, il reste enfermé, libération sous caution, sous condition ou provisoire, non. Il restera en prison, considéré comme un dangereux individu qui doit être enfermé derrière des vitres par balles lorsqu'il est dans la salle d'audience, dans une prison de haute sécurité qui se trouve loin de Londres, facilitant ainsi son isolement physique de tous ses amis. Cette affaire est probablement une des plus importantes concernant la presse, la liberté, en tout cas notre droit à l'information.
Elle est la plus importante parce qu'on voit quand même qu'il y a une sorte de accord de la presse de ne pas en parler. Je veux dire, leur silence sur les conditions qui lui sont faites, qui sont totalement indignes d'un pays qui se prétend démocratique, les conditions qui lui sont faites par rapport aux actes qui lui sont reprochés, l'objectif final que l'on ressent derrière tout ça, les conditions dans lesquelles ça se passe, est tellement scandaleux et les noms de ceux qui le défendent sont tellement prestigieux que toute cette silence et désinformation ne peut être que volontaire. Arriver à un stade, et c'est quand même volontaire. On subit aussi, nous, les gens de la solidarité, maintenant c'est net, une censure passive de la part de Facebook et de Twitter. Qu'est-ce qui leur passe dans la tête pour penser que le combat de Julian Assange ne les regarde pas, à moins d'avoir des dessins sombres sur l'avenir de l'information? Qu'est-ce qu'il peut y avoir dans cette affaire qui les dérange tant? J'ai mon petite idée là-dessus. Mais voilà, je voulais parler de Julian Assange. Je ne sais même pas si la vidéo a marché. On verra. Je remercie tous ceux qui sont là, tous ceux qui voudront le regarder après. Je remercie tous ceux qui ont participé à ce combat. Il faut le citer toujours suite leur nom. Il y a les groupes Assange Ultime Combat. Donc Corinne et Yannick qui ont organisé les bus, les cars de militants pour aller manifester, crier notre présence et nous faire entendre, de Julien qui nous a entendus, paraît-il. Toute la France avec Assange, Dom Laure, qui fait un travail formidable d'information, qui garde le pied sur la pédale, qui lâche pas l'affaire, tous les deux, toute la bande. Voilà. Donc j'espère qu'on aura un jour de bonnes nouvelles à vous annoncer. Pour ça, il va falloir remettre un petit coup là, une petite couche, que se mobiliser, y compris les médias alternatifs. Je n'arrête pas de le dire, je suis surpris, désolé, déçu de leur absence euh, combative sur ce dossier. Je dirais qu'ils regardent ça d'un peu loin, un peu hébété par ce qui est en train d'arriver. Ils sont en train de préparer, l'organiser l'enlèvement d'un des plus grands journalistes euh, du 21e siècle. Un gars qui avait dit que Wikileaks c'était un service secret, oui, mais un service secret, un service de renseignement, mais un service de renseignement au service du peuple, qui savait dès 2010 qu'ils allaient le lui faire payer cher, et qui s'est sacrifié quand même à cause de notre droit de savoir. Il n'avait rien à gagner dans cette affaire. Il n'y avait pas de fortune à se faire avec Wikileaks. Rappelez-vous, c'était gratuit. Il n'y a pas de prime, il n'y a pas de service payant, il n'y a que la ferme détermination et la ferme conviction que le droit de savoir est sacré. Donc voilà, le sacré a été désacralisé par les démons qui nous gouvernent. Et j'espère qu'un jour quand même, que Julien sera quand même un homme libre. Et merci à vous. Bonne fin de soirée et à la prochaine. Allez, ciao.